La voix de Cheng Dalai était sévère lorsqu'il posa sa première question à la femme, exigeant de savoir qui elle était et pourquoi elle voulait rejoindre son navire. Liu Jai se tenait silencieusement derrière lui, baissant les yeux. La réponse de la femme fut hésitante et remplie de peur. Elle a affirmé ne pas le savoir et a expliqué qu'il s'agissait simplement d'un groupe de personnes en détresse. La voix de Cheng Dalai était d'une fermeté qui ne tolérait aucune tromperie alors qu'il exhortait la femme à arrêter de faire semblant. Il a souligné que dans une situation où ils auraient été véritablement envahis par des pirates, celui qui aurait le plus de pouvoir en prendrait naturellement le contrôle. Pourtant, ces personnes semblaient suivre seules ses ordres. Avec son épée pointée d'un air menaçant vers son cou, la femme tremblait sous son enquête. Il a fermement déclaré que la bague lui semblait familière, ce qui l'a amené à soupçonner qu'elle faisait partie des gens de Jiangxing. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. Cependant, la femme a trébuché sur ses paroles et a tenté de cacher sa véritable identité. La voix de Cheng Dalai se durcit alors qu'il faisait face au déni de la femme. Il a souligné que la bague qu'elle portait était un héritage précieux de la famille Liu, qui aurait dû être inclus dans le trésor de la ville après leur chute. Il a demandé à savoir où elle l'avait obtenue. Avec un regard féroce et son épée toujours pressée contre son cou, Cheng Dalai soupçonnait Jiangxing d'être impliqué dans le commerce des esclaves ou la piraterie. Les yeux craintifs de la femme rencontrèrent son regard intense et elle tenta de répondre mais fut incapable de trouver les mots justes. Cheng Dalai, poussé par la frustration et la suspicion, lui a rapidement coupé l'épaule, la faisant saigner. Il a continué à insister et à réprimander la femme pour sa réticence à répondre. Il l'a prévenue que si elle ne répondait pas rapidement à ses questions, elle n'aurait plus le choix. La femme a crié de douleur et du sang coulait de sa main. Elle a trouvé le courage de révéler la vérité. Elle a admis qu'ils étaient effectivement membres de Skull Island, sous le commandement de Jiangxing. Curieux, il s'interroge sur le nombre de pirates à l'affût, cherchant à mesurer l'ampleur de l'embuscade potentielle. La femme a révélé qu'il y avait 200 hommes sous le commandement du deuxième chef de leur village. Liu Jai, qui observait silencieusement, a demandé si la chute de la famille Liu était liée à la femme. La femme a reconnu Liu Jai et s'est exclamée sous le choc, réalisant qu'elle appartenait à la famille Liu. En réalisant l'identité de Liu Jai, le comportement de la femme a radicalement changé. Elle a maudit la famille Liu et a regretté de ne pas les avoir tous tués auparavant. Liu Jai, effrayé par son éclat, recula. La femme a blâmé Liu Jai, exprimant sa colère et sa frustration car ils auraient pu faire fortune si Liu Jai n'était pas intervenu et ne leur avait pas bloqué le chemin. Elle serra les dents, dirigeant sa frustration vers Liu Jai. Poursuivant son discours, elle a blâmé le seigneur de la ville Fang Boshan pour leur situation actuelle et a exprimé sa frustration que s'il ne s'était pas préoccupé du sort des autres, il ne serait pas confronté à de telles conséquences. Elle a crié de colère tandis que Liu Jai gardait le regard baissé. La femme a libéré sa colère, révélant qu'ils n'avaient pas anéanti toute la famille Liu mais qu'ils avaient laissé Liu Jai orphelin. Avec folie, la femme a déclaré que ceux qui se mettaient en travers de son chemin connaîtraient toujours la mort, soulignant sa nature impitoyable. Elle poussa un cri perçant suivi d'un rire hystérique, démontrant son état d'esprit tordu. Elle a avoué avoir tué le père de Liu Jai et coulé leur flotte, exprimant son mécontentement quant au niveau de plaisir qu'ils en avaient retiré. En outre, elle a mentionné comment ils avaient exterminé toute la famille de Liu Jai, à l'exception de quelques serviteurs restants. Dans son délire, elle déclara que c'était maintenant au tour de Liu Jai de souffrir, jurant que tout le monde sur Skull Island se joindrait au massacre, en particulier les femmes. Ses paroles étaient remplies d'une intensité dérangée. En réponse, Cheng Dalai a rapidement mis fin à ses jours, coupant court à ses paroles inquiétantes et menaçantes. Shenji a exprimé son admiration pour l'intelligence de Cheng Dalai, mentionnant que les pirates ne s'étaient jamais attendus à ce que Cheng Dalai les reconnaisse. Il a admis qu'il s'était bien déguisé et qu'il était presque tombé dans le piège, mais Cheng Dalai s'est demandé sarcastiquement s'il avait vraiment été dupé. Shenji a déclaré avec assurance que même si Cheng Dalai n'avait pas découvert leur véritable identité, il l'aurait quand même prévenu. Il a exprimé sa conviction que les talents d'acteur des pirates suffisaient à le tromper. Cheng Dalai, irrité par l'agacement de Shenji, lui a simplement murmuré de se perdre. Shenji a essayé de réconforter Cheng Dalai en reconnaissant que même s'il avait peut-être été légèrement moins attentif qu'il ne l'était, il avait quand même joué un rôle admirable. Cheng Dalai, toujours perplexe, a demandé des éclaircissements. Il a souligné que compte tenu de leur situation actuelle, il faudrait même rencontrer des gens qui ne causaient pas de problème pour tous les tuer. Il a ensuite souligné l'importance de leur navire, qui transportait 5000 vies, et la nécessité d'éviter tout risque. Levant ses épées au-dessus, Cheng Dalai rassembla ses compagnons, les exhortant à se préparer au combat alors que la lune éclairait leur chemin. Au loin, Cheng Dalai et son équipage ont repéré les skulls pirates qui approchaient. Pendant ce temps, le corps sans vie de la femme qu'ils avaient interrogée plus tôt flottait dans la mer.
Sur le bateau pirate, l'homme a observé le navire de Cheng Dalai. Ses pensées couraient avec anticipation, affirmant que la cible était dans sa vue. Des pensées lui traversèrent l'esprit alors qu'il prévoyait de détruire les voiles après leur montée à bord du navire. L'homme s'est présenté comme Zheng Xingen, car il reconnaissait l'avantage stratégique de désactiver les voiles de l'ennemi, comparant un navire sans voile à une jeune fille sans défense entre les mains d'un repère de voleurs, prête à être exploité. Il attendait avec impatience l'occasion de frapper. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer ses pensées, une flèche rapide et mortelle vola vers lui. Le bruit de l'arme qui approchait le fit sursauter et il réussit à échapper à une seconde attaque juste à temps. Des flèches ont frappé leurs mâts, provoquant un grand bruit dans leur navire et une confusion parmi les pirates. Conscient de la menace à laquelle ils étaient confrontés, Zheng Xingen a crié des ordres à son équipage, les alertant du danger inattendu de l'arbalète géante et réalisant que leurs informations sur le navire de Cheng Dalai étaient fausses. Il les a exhortés à se préparer à la confrontation imminente avec leur ennemi. Au milieu des vagues déferlantes, les oiseaux se sont précipités à travers l'assaut des flèches rapides du navire de Cheng Dalai, ciblant les pirates du crâne avec intensité. La voix autoritaire de Cheng Dalai traversa le vent rugissant alors qu'il donnait des ordres clairs à son équipage. D'un geste pointu vers le nord-ouest, il dirigea leur attention et signala la direction de leur attaque à venir. Les flèches lancées par le groupe de Cheng Dalai ont touché chacun des pirates du navire Skull Pirate. Zheng Xingen a rapidement ordonné à son équipage de tourner le gouvernail complètement vers la gauche, manœuvrant leur navire pour échapper aux flèches entrantes. Avec détermination dans la voix, il a crié « Tuez !» alors qu'il chargeait vers les navires de Cheng Dalai. Sur le navire de Cheng Dalai, il a demandé à Jailong jusqu'où il pouvait tirer en mer. Jailong, confiant en ses capacités, a répondu sans hésitation, déclarant qu'il pouvait tirer en moins de 100 pas. Cheng Dalai a ordonné à Jailong de fournir une couverture d'en haut avec son arc et ses flèches, s'assurant que pour chaque membre de son peuple qui tombait, l'un des ennemis tomberait également. Jailong a reconnu l'ordre et s'est préparé à lancer son attaque. Frustré, il donna l'ordre à Suying, Liu Jai et Jai Hui de se retirer dans la cabane s'il était incapable de se battre. Il a remarqué Shenji tenant un couteau et lui a demandé de se retirer également dans la cabine. Il a élevé la voix et a exprimé son agacement face à l'action de Shenji. Cheng Dalai a donné l'ordre de préparer les flèches. Alors que le navire du Skull Pirate approchait, l'un des hommes de Cheng Dalai a commencé à battre un tambour, signalant l'attaque. Des flèches pleuvaient du navire, dirigées de manière experte par Jailong et ses collègues archers. De nombreux pirates sont morts après avoir été abattus par un nombre important de pirates à bord du bateau ennemi. Xingen a ordonné à ses hommes de tirer un barrage de flèches de feu sur le navire de Cheng Dalai. L'équipage de Cheng Dalai a rapidement levé ses boucliers pour se défendre contre l'assaut enflammé, se protégeant ainsi des flèches enflammées. Le chaos s'ensuivit lorsque leur navire prit feu à cause des flèches enflammées frappant la voile aurique. Cheng Dalai a rapidement ordonné à l'équipage de remonter les voiles et d'arrêter le navire, permettant ainsi aux pirates de se rapprocher. Les deux navires se sont rapprochés et Xingen a exhorté son équipage à monter à bord du navire de Cheng Dalai et a exhorté ses membres à tuer les gens de Cheng Dalai. La bataille s'est déroulée avec des épées qui s'entrechoquaient, des flèches volantes et le bruit du métal rencontrant le métal. La lutte pour la survie s'est intensifiée alors que les deux équipages s'engageaient dans une lutte acharnée et meurtrière. En colère, Cheng Dalai ordonna à son peuple de dégainer son épée et exhorta ses hommes à dégainer également la leur, se préparant ainsi à un combat à mort. Les pirates ont réussi à pénétrer dans le navire de Cheng Dalai, poignardant deux membres de son équipage. Certains pirates sur le bateau ont lancé une corde vers le navire de Cheng Dalai, la fixant avec succès au-dessus, et ils ont commencé à grimper sur la corde pour infiltrer le navire de Cheng Dalai. Heureusement, les gens de Cheng Dalai ont rapidement réagi, utilisant leurs épées pour poignarder et repousser les envahisseurs pirates. Grâce à une démonstration de force et de travail d'équipe, ils ont réussi à repousser les assaillants et à les renvoyer à la mer. Au milieu de la bataille chaotique, Cheng Dalai et Zhang Fei, ne se connaissant pas, se sont battus côte à côte, défendant farouchement leur navire. Au milieu de la rafale de coups d'épée et de parades, Cheng Dalai a crié, recherchant la présence de Zhang Fei. En entendant son nom, Zhang Fei a répondu, confirmant sa présence et sa volonté de se battre. Cheng Dalai, saisissant l'occasion, a donné un ordre stratégique à Zhang Fei, lui ordonnant avec Jailong de monter à bord du bateau pirate, de tuer les chevaux et de capturer le chef avant les autres. Zhang Fei a confirmé l'ordre, jetant un bref coup d'œil à Cheng Dalai. Après que Cheng Dalai ait ordonné à Zhang Fei, Jailong et Zhang Fei se sont dirigés vers le bateau pirate. Jailong a exhorté Zhang Fei à le couvrir tandis que Zhang Fei était submergé par le combat et l'a confirmé. Pendant ce temps, Gao Feibao s'est battu avec acharnement,
éliminant les pirates à gauche et à droite, et a soudainement crié son nom. Cependant, avant qu'il ne puisse finir ces mots, une frappe de pirate vola par derrière, l'envoyant également voler. Tandis que White Wolf utilisait ses compétences de combat agile, tuant les pirates qui l'entouraient. Un pirate qui l'a attaqué a ordonné à son camarade de tuer White Wolf. Sans se laisser décourager, White Wolf a répondu en venant vers elle avec kunai dans ses mains alors qu'elle était prête à se battre. Cependant, leur combat fut momentanément interrompu par une explosion soudaine et puissante, obligeant White Wolf et les autres à faire une pause et à tourner leur attention vers la source. Surpris, White Wolf leva les yeux pour voir Zhang Fei et Jai Long se frayer un chemin, faisant voler tous les pirates alors qu'ils les attaquaient. Puis ils sautèrent sur le bateau pirate. Zhang Fei a annoncé son arrivée et un groupe de pirates les a encerclés. Zhang Fei a défié le pirate de se battre avec lui jusqu'à la mort tout en affichant un sourire déterminé. Les pirates, surpris par l'apparence féroce de Zhang Fei, l'ont traité d'homme au visage de gorille et ont crié aux autres de le tuer. Les pirates se sont précipités pour tenter de l'attaquer, mais les compétences de combat de Zhang Fei les ont tenus à distance, empêchant quiconque de s'approcher. Il a rapidement vaincu les pirates, les laissant vaincus sur le plancher du navire. Frustré, Zhang Fei le regarda fixement, demandant à Zhang Fei qui il était. En réponse, Zhang Fei a fièrement annoncé son identité en tant que général en chef du village de Toad sur Toadil, son visage rayonnant de confiance. Zhang Fei a ensuite interrogé Zhang Fei pour savoir qui il était. Zingan a répondu avec un soupçon de confusion, mentionnant le village des crapauds, mais a rapidement changé son attention, déclarant qu'il se souviendrait de Zhang Fei. Il s'est fièrement déclaré comme Zhang Zingan, le deuxième chef de Skull Island, et a rapidement lancé une attaque sur Zhang Fei, brandissant ses 2 lances à 3 pointes. Au milieu de leur intense bataille, Zhang Fei a habilement utilisé ses techniques contre Zingan. Observant le duel, Jai Long a conseillé à Zhang Fei d'empêcher Zingan de se rapprocher. Alors que le combat se poursuivait, Zhang Fei a réussi à bloquer les attaques de Zingan. Avec un puissant mouvement de blocage, Zhang Fei a jeté Zingan avec force, remarquant le slogan de sa compétence de combat attraper les cochons. Zhang Fei a lancé une attaque contre Zingan en criant avec intensité. En réponse, Zingan ne put s'empêcher de penser au nom étrange que Zhang Fei avait crié. Cependant, juste au moment où l'attaque de Zhang Fei était sur le point d'atterrir, une explosion massive et puissante a éclaté, secouant le navire. La formidable compétence de Zhang Fei était connue sous le nom de Grounded Pierce. Sans donner à Zingan une chance de reprendre son souffle, Zhang Fei a poursuivi sans relâche son assaut, utilisant sa compétence connue sous le nom d'attraper les cochons. Pendant ce temps, Jai Long observait silencieusement la bataille, l'esprit rempli de contemplation. Au milieu de leur affrontement, Zhang Fei a annoncé son attaque finale, proclamant avec confiance son dernier coup de Catch the Pigs. Zingan, de plus en plus frustré, a maudit Zhang Fei et lui a dit s'il avait fini. Cependant, Zhang Fei a continué, ne laissant à Zingan aucune chance de riposter. Il a utilisé la technique Pokin Heaven au lieu d'attraper les cochons comme il l'avait dit il y a quelque temps. Il a exécuté une attaque perçante qui a frappé Zingan avec une telle force que du sang a jailli de son corps, le laissant en état de choc. Les larmes se sont formées dans les yeux de Zingan alors qu'il avait du mal à comprendre pourquoi l'attaque de Zhang Fei, qu'il disait être attraper les cochons, a utilisé une attaque différente à la place. Il a levé le pouce à Jai Long et lui a souri, déclarant que Zingan était assez difficile à gérer. Jai Long, cependant, a demandé à Zhang Fei qui lui avait appris ses mouvements. Zhang Fei a révélé avec assurance que Chen Dalai lui avait appris ce mouvement, soulignant son efficacité pour cibler le cœur et son utilité. Jai Long avait l'air incertain et ne savait pas comment répondre. Après une nuit de combat, Toad Village a perdu 5 hommes et les autres ont été plus ou moins blessés. Skull Island a perdu plus de 50 personnes. Le navire principal était occupé par Zhang Fei, et le reste des gens ne pouvaient prendre qu'un petit bateau et fuir dans la peur. Alors que le soleil se levait, illuminant les conséquences de la bataille, le groupe du Chen Dalai célébrait sa victoire durement gagnée. Soudain, le système s'est mis à jour, montrant la réussite de la mission cachée liée à la famille Liu. Le système sonna, saluant leur victoire. De retour sur le 1000 bateaux, Tour Yuyan, Zheng Xing était profondément absorbé par le jeu de son instrument, absorbant les vibrations enchanteresses qu'il émettait. Soudain, sa concentration fut brisée lorsque son homme s'approcha de lui. L'homme bégaya en transmettant une nouvelle de la mer. Xing, surpris par cette interruption soudaine, s'enquit du statut du deuxième patron et s'il avait accompli toutes les tâches qui lui avaient été confiées. La réponse de l'homme fut pleine de détresse. Il a révélé que leur mission s'était soldée par un échec, entraînant la mort de plus de 50 membres de leur groupe, dont le deuxième patron. Cette révélation choquante a amené Xing à casser une corde de son instrument. Incapable de comprendre,
Il s'est exclamé à haute voix, incrédule, cherchant à donner un sens à la situation. Xing s'est demandé comment leurs 200 hommes avaient pu perdre face à un groupe de seulement 50 personnes, dirigé par un ivrogne. Il a crié après son homme, exigeant des réponses. Nerveux, l'homme a expliqué que les personnes qui se sont enfuies ont rapporté que les adversaires du village de Toad, en particulier Toadil, s'étaient battus contre eux de manière inattendue. Les yeux de Xing se remplirent de larmes d'incrédulité alors qu'il écoutait les paroles de l'homme. Xing marmonna à lui-même à propos du village des crapauds tout en fronçant les sourcils en pleine réflexion. De retour à l'océan, White Wolf a informé Cheng Dalai que les voiles étaient en cours de réparation et qu'il serait prêt à appareiller dans une demi-heure. Elle a ensuite partagé des nouvelles de la capture du navire principal ennemi par Jai Long et Zhang Fei. Ils étaient en train de transférer les biens capturés, qui comprenaient des restes d'or et d'argent. La principale capture comprenait notamment des esclaves étrangères destinés à être livrés à des personnalités influentes de la capitale. White Wolf a ensuite interrogé Cheng Dalai sur leur projet pour le groupe de femmes esclaves. Cheng Dalai a délibéré sur la question, déclarant qu'il n'était pas sûr s'il y avait des gens de Skull Island parmi les esclaves captifs et notant qu'il n'avait pas le temps de sauver les gens. Il proposa deux choix, les laisser sur le navire ou les tuer tous. Exprimant son objection, White Wolf, étant elle-même une femme, ne pouvait pas imaginer l'idée de laisser les filles mourir. Cependant, Cheng Dalai a souligné l'importance de leur mission, qui consistait à transporter de la nourriture vitale pour 5000 personnes à King New Mountain, et si quelque chose se produisait, cela entraînerait la perte de plusieurs vies. Accablé par le poids de la situation, White Wolf se retrouva à court de mots, ne sachant pas trop comment réagir. Cheng Dalai a contemplé les actions de Skull Island, reconnaissant leur tactique astucieuse alors qu'il envisageait le sauvetage du groupe. Il a pensé aux conséquences potentielles, qui auraient pu être une autre embuscade, et qui auraient conduit à leur destruction s'ils n'avaient pas pris soin de ces gens. Il a reconnu qu'il s'agissait simplement d'un problème de chariot. Comprenant la gravité de la situation, White Wolf proposa un compromis. Elle a proposé de surveiller les captifs et a suggéré de ne pas les laisser sortir de la cabine, déclarant que s'il y avait un problème, Cheng Dalai pourrait lui en vouloir. Acceptant sa proposition à contre-cœur, Cheng Dalai accepta d'affecter des gardes supplémentaires et promit aux captifs leur liberté une fois leur voyage terminé. White Wolf, soulagé, exprima son accord. Après quelques heures, l'un des hommes de Cheng Dalai l'a approché pour lui annoncer la réparation du navire. Cheng Dalai a alors ordonné qu'ils mettent les voiles. Cependant, le voyage de retour ne s'est pas déroulé sans heurts. En chemin, ils ont rencontré des victimes présumées qui avaient planifié des vols sur de petits bateaux. À mi-chemin, ils se sont retrouvés au milieu d'une tempête et, bien qu'ils aient finalement survécu en toute sécurité, ils ont perdu 2 jours en vain. Alors qu'ils luttaient contre la tempête, la panique s'est installée parmi l'équipage. Cheng Dalai a ordonné que les voiles soient abaissées. Shenji, paniqué, exprima sa peur en criant qu'ils allaient mourir, tandis que Zeyui cherchait l'aide de Suying. Après avoir enduré les épreuves, le chemin a duré 5 jours, et à cause du vent contraire, le chemin du retour a été plus long. Finalement, 20 jours plus tard, le navire accosta dans la nuit sur un quai abandonné à l'extérieur de Fallen Leaf City. Arrivé à destination, Cheng Dalai a demandé à Zhang Fei et Gao Feibao de retourner au village et d'appeler quelqu'un pour ramasser le grain. À la tombée de la nuit, Cheng Dalai a trouvé du réconfort près d'un feu de joie posé contre un arbre. Suying s'est approché de lui et tandis que ses pas faisaient un bruit, Cheng Dalai est devenu alerte. Cheng Dalai lui a demandé pourquoi elle était dehors par temps si froid. Suying a répondu qu'elle était venue pour lui tenir compagnie, car Cheng Dalai a remarqué que Suying portait des bas. Il a remarqué que les bas allaient bien à Suying, mais il a rappelé sa réticence précédente à les porter. Suying a répondu en disant qu'il faisait tout simplement trop froid et que le port de bas avait aidé à garder le froid à l'extérieur, tout en se brossant les cheveux de manière séduisante. Sentant le froid dans l'air, Cheng Dalai a commenté le temps froid tandis que lui et Suying étaient assis près du feu de joie, cherchant de la chaleur. Suying accepta et s'assit également pour se réchauffer. Ensuite, Suying a tourné son regard vers Cheng Dalai et a remarqué qu'il n'avait pas fermé les yeux depuis longtemps à cette époque. Cheng Dalai a exprimé ses inquiétudes à Suying concernant la situation désastreuse causée par la sécheresse à Yuju, qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Il a souligné la gravité de la pénurie alimentaire, affirmant que s'il laissait les 2 gros chargements de nourriture sur le navire et que quelqu'un le découvrait, les conséquences seraient inimaginables. Expliquant que son plan initial ne prévoyait que 15 jours, car les villages n'auraient suffi que pour un certain temps. Cependant, le voyage avait mis 1 mois pour revenir. Cheng Dalai a en outre décrit la détérioration des conditions à mesure qu'il se déplaçait plus au nord depuis la prospère Yangzhou, les victimes en fuite étant déjà à Qingzhou.
Il a mentionné à quel point certaines personnes étaient devenues désespérées, allant même jusqu'à échanger leur fille adolescente contre un seau de riz. Il a exprimé sa détresse, déclarant que des gens mouraient partout et qu'il n'était pas sûr de la situation actuelle dans les montagnes et s'il pouvait encore tenir le coup. Cheng Dalai s'est demandé combien de temps cela durerait encore et combien de personnes devraient mourir. À ce moment-là, Su Ying a tendu la main et a tenu les mains de Cheng Dalai, réconfortant la tension qu'il ressentait. Su Ying a conseillé à Cheng Dalai de reprendre son souffle et l'a rassuré sur le fait qu'il avait déjà suffisamment fait son travail et qu'il ne pouvait pas aider le monde entier, déclarant qu'il était bon d'avoir la conscience tranquille. Elle lui a rappelé d'arrêter de se pousser trop fort. Ensuite, Su Ying lui a souri, lui demandant s'il faisait encore froid. Cheng Dalai hésita mais remarqua calmement que ses mains étaient en réalité plus froides. Triste, elle fit la moue en réponse. Cheng Dalai lui a gentiment suggéré de rentrer, car il avait besoin de se concentrer. Su Ying a accepté à contre-cœur. Au bout d'un moment, les gens de Cheng Dalai l'ont alerté de l'arrivée de quelqu'un. Le bruit des chevaux précipités remplissait l'air. Gao, accompagné d'un groupe de personnes, s'est approché de Cheng Dalai. Ils ont crié, appelant Cheng Dalai le maître du village et se sont inclinés devant lui. Cheng Dalai les a avertis de ne pas attirer une attention indésirable ni des loups affamés à proximité. Gao a exprimé sa gratitude envers Cheng Dalai pour sa gentillesse et a promis que sa vie appartenait désormais à Cheng Dalai. Cheng Dalai a écarté sa gratitude pour le moment et s'est enquis des blessures de Gao, demandant si quelque chose s'était passé dans le village. Gao soupira profondément et décida de partager les événements récents avec Cheng Dalai. Il a révélé qu'il y a 3 jours, Yu Churan avait rassemblé un groupe d'environ 200 personnes pour se retirer. Cependant, avant leur départ, Yu Churan a tenté d'emporter avec lui les provisions de nourriture restantes. Gao a déclaré qu'il avait été un peu blessé lorsqu'il s'était disputé avec Churan. Finalement, Churan réalisa la futilité de son plan mais profita du chaos pour mettre le feu aux céréales restantes avant de s'enfuir avec un groupe de personnes. Le grenier avait été incendié, laissant la montagne sans nourriture. Il a partagé sa crainte que si Cheng Dalai n'était pas revenu, les conséquences auraient été encore plus graves. Serrant les dents de frustration, Cheng Dalai soupira de frustration, trouvant le comportement de ses stratèges militaires ingrats, se demandant si leur connaissance excessive des livres les avait rendus stupides. Ensuite, Cheng Dalai a rassuré Gao, l'exhortant à ne pas être attristé par la situation. Il a souligné que le moment de se venger viendrait lorsque l'occasion se présenterait. Gao a répondu qu'il avait trop faim pour se sentir triste davantage et a demandé à Cheng Dalai quelle quantité de nourriture il avait ramené. Cheng Dalai, se frottant la tête à cause d'un mal de tête, a simplement répondu qu'il avait apporté 500 000 livres. Gao, submergé d'incrédulité, s'est demandé si Cheng Dalai plaisantait ou non. Irritable, Cheng Dalai a répondu qu'il n'avait pas le temps de s'amuser, expliquant que 2 navires l'avaient transporté. Accablé par la nouvelle, Gao ne put contenir son enthousiasme et cria que Cheng Dalai avait effectivement apporté 1 million de livres de céréales. Cependant, Cheng Dalai a mis en garde contre toute célébration pour l'instant, soulignant l'importance de transporter la nourriture en toute sécurité vers la montagne. Avec enthousiasme, Gao a rassuré Cheng Dalai en lui disant qu'il transporterait personnellement le grain jusqu'à la montagne, même si cela impliquait d'assumer lui-même la charge pour s'assurer qu'aucun grain ne tomberait sur le sol. Après ce moment, les bandits ont rapidement commencé à décharger les grains du navire, conscients de l'urgence de les ramener à la forteresse avant l'aube. L'urgence découlait des conséquences potentielles en cas de fuite de la nouvelle. Des milliers de personnes et des centaines de chevaux étaient en route depuis la montagne du Roi Nu, et pourtant ils ont dû faire l'aller-retour au moins 2 fois. Tant qu'on pouvait respirer, il fallait que le bois soit transformé sur place en traîneau, lorsque les chevaux ne pouvaient plus le tirer. Les vieux, les faibles, les femmes et les enfants, les gens les chevaux, ils les portaient et les tiraient tous. Mais chacun semblait détenir un pouvoir inépuisable. Ils ont commencé immédiatement après avoir pris les sacs de 100 livres. Il y avait des rires occasionnels pendant le travail chargé. Même les enfants devaient porter un sac de céréales et de riz sur leurs épaules. Sur une ligne de plusieurs centaines de mètres, ils formaient une bouée de sauvetage, symbole d'un espoir continu qui naissait lentement. Alors que les bandits retournaient à la montagne du Roi Nu avec les céréales, ils rencontrèrent un groupe de personnes qui les attendaient. L'un des individus, armé d'une lance, a interrogé Mao sur ce qu'il transportait. Mao a expliqué qu'il s'agissait de la nourriture rapportée par Cheng Dalai. Il a reconnu l'homme qui s'appelait Uzi et s'est dit surpris qu'il soit encore en vie. Mao a conseillé à Uzi de demander pardon à Cheng Dalai, notant qu'il était connu pour sa douceur de cœur et pensait qu'il lui pardonnerait sûrement. Uzi, cependant, est resté provocateur, affirmant qu'il était parti lorsque l'approvisionnement en nourriture avait été coupé et que maintenant il y avait de la nourriture dans le village.
Il a demandé à Mao comment Cheng Dalai lui pardonnerait. Il pensait que prendre 1 ou 2 sacs de céréales ne ferait pas une différence significative. Il a exigé que Mao lui donne le grain. Frustré, Mao a refusé de céder, affirmant que tout le monde devait survivre à l'hiver et qu'il ne pouvait pas permettre à Uzi de prendre ne serait-ce qu'un grain de riz. De plus en plus désespéré, Uzi affirma qu'il mourrait de faim s'il ne recevait pas de nourriture. Menaçant de s'en emparer par la force, il se prépara à attaquer. Dans un geste rapide et décisif, Cheng Dalai est intervenu sans hésitation, abattant les individus qui tentaient de les voler. Les compagnons de Uzi devinrent nerveux, criant son nom avec inquiétude. Cheng Dalai, ferme et résolu, a exigé que ses camarades agissent. Il leur a ordonné de tuer quiconque osait les voler, sans aucune pitié. Les corps de 4 individus gisaient au sol, preuve de son action rapide. Conscient de l'urgence d'agir, Cheng Dalai a exhorté son groupe à agir rapidement, en désignant Febao et en éliminant les compagnons restants de Uzi, assurant ainsi leur sécurité. Des points de peur se sont accumulés pour Cheng Dalai au fur et à mesure que la situation intense se déroulait, provoquant un bip de points de peur qu'il a atteint. Cheng Dalai a reçu 91 135 points de peur à ce jour. Gao, affichant sa loyauté, a averti tous ceux qui osaient se manifester qu'ils connaîtraient le même sort. Après des dizaines de kilomètres, ils ont finalement ramené toute la nourriture au village en une journée. Les gens étaient émerveillés par la vue de l'abondance de nourriture. Ils ont exprimé leur joie, soulignant qu'ils n'avaient jamais vu autant de céréales de leur vie. Cheng Dalai a attiré l'attention de tous et a déclaré que plus personne n'était autorisé à toucher les grains. Tandis que les bandits faisaient la fête dehors, cuisinant et s'amusant, les gens mangeaient copieusement et trouvaient le bonheur dans leur nouvelle abondance. Même les femmes étaient ravies de leur situation actuelle. Cheng Dalai se tenait à l'écart, observant son peuple alors qu'ils appréciaient leur repas et la compagnie les uns des autres. En sirotant son verre, il se retrouva approché par l'esprit du système, qui se matérialisa derrière lui. Soudain, le système est apparu et a appelé Cheng Dalai, lui disant qu'il semblait heureux. Tandis que Cheng Dalai tournait son regard vers l'esprit du système et invitait le système à goûter la cuisine de son village, démontrant son hospitalité. Curieux de connaître la voie choisie par Cheng Dalai, le système s'est demandé pourquoi il n'avait pas saisi l'opportunité de dominer King New Mountain, car c'était la voie la plus rapide et la moins coûteuse. En réponse, Cheng Dalai a souligné qu'il y avait toujours quelque chose à faire, mais que pour avoir l'esprit tranquille, il valait mieux ne pas trop s'attarder sur l'avenir. L'esprit du système éclata de rire, exprimant sa joie face aux sages paroles de Cheng Dalai. Il le félicitait d'avoir accompli avec succès sa mission et l'assurait qu'il recevrait sa récompense.